Bonjour à tous. Yamin Setou, le directeur du domaine défense et société au sein de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Pour rappel, l'IRSEM, c'est le principal think tank des armées françaises. J'y dirige le domaine défense et société. C'est toutes les questions liées aux enjeux de défense sous un angle sociologique, historique. Mon équipe est composée de Florian Opillard, géographe, Victor Violet, politiste, et Maxime Launay, qui va animer le débat aujourd'hui. On travaille sur des sujets aussi divers que les évolutions sociologiques des armées françaises, les transformations institutionnelles, les reconfigurations du lien armée-nation, avec tous, dans mon équipe, la même philosophie, celle d'évoquer tous les sujets, y compris les plus clivants. Et quand Maxime a proposé spontanément d'inviter Guillaume Ancel et Stéphane Audouin-Rousseau pour évoquer ce sujet, j'ai accepté, je dirais de manière naturelle, parce qu'il me semble important, intéressant d'évoquer tous les sujets, y compris ceux qui peuvent parfois cristalliser des débats, des polémiques, etc. Donc Maxime, je te laisse la parole, et encore merci pour votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Maxime Launay, je suis chercheur au sein de ce domaine défense et société, spécialiste des relations politico-militaires en France sous la Ve République. Deux mots simplement pour vous présenter l'organisation de cette soirée et puis ensuite présenter nos deux invités. D'abord, on aura 45 minutes de discussion qui sera animée par Stéphane Audouin-Rousseau avec Guillaume Ancel, puis ensuite 45 minutes avec vous, avec la salle. La discussion sera amorcée par des questions posées par des chercheurs de l'IRSEM qui s'intéressent aux questions soulevées par ce livre, et puis ensuite avec toute la salle si vous le souhaitez. Comme nous sommes aussi un endroit accueillant, nous pourrons poursuivre cette discussion lors d'un cocktail à partir de 19h30. Je reviendrai sur ce point après la conférence. Alors, Guillaume Ancel, beaucoup vous connaissent ici. Vous êtes un ancien lieutenant-colonel de l'armée française, saint-cyrien, breveté de l'école de guerre et de l'Institut royal supérieur de défense de Bruxelles. Après avoir servi pendant 20 ans l'armée, vous avez ensuite poursuivi une carrière de cadre dirigeant dans le privé. Et depuis plusieurs années maintenant, outre les sollicitations dans les médias qui font de vous un intervenant reconnu sur les questions militaires, vous avez développé une œuvre d'écrivain. Et je citerai pour la collection Mémoires de guerre des belles lettres, Vent glacial sur Sarajevo, 2017, Rwanda, la fin du silence, 2018, et Un casque bleu chez les Khmers rouges, 2021. Vos livres, c'est toujours difficile de les synthétiser en quelques mots, mais ils ont remis en cause parfois l'action militaire et politique de l'État au Rwanda et dans le conflit bosniaque. Ils ont pu faire l'objet parfois de controverses, on aura sûrement l'occasion d'y revenir. Mais lorsque j'ai été amené à lire votre livre l'été dernier, je me suis aussitôt fait la remarque de l'originalité et je dirais même du caractère inédit de ce document. Et là, je parle en tant qu'historien parce que notre travail, c'est, avant d'écrire nos livres d'histoire, de réunir une documentation, soit en suscitant des témoignages oraux, lorsque nos témoins, lorsqu'on travaille sur des périodes encore récentes, ou de lire des publications d'officiers. Et il est vrai que des militaires publient ou s'expriment, ce sont souvent des militaires en deuxième section ou à la retraite, ils écrivent, mais surtout sur les enjeux géopolitiques, les enjeux militaires, plus rarement lorsqu'il s'agit de faire part de leur expérience personnelle. Et c'est là qu'intervient une notion qui me semble utile, peut-être ici, qui avait été forgée par un historien du livre, ancien professeur au Collège de France, Roger Chartier, qui parlait de contrat de lecture, lorsqu'on parlait d'un livre. Et il y a un contrat de lecture avec votre livre qui est ici, au niveau de la couverture, il est en dessous du titre, c'est « Récit ». Et je trouve que c'est important de commencer par là, parce que un récit, c'est une relation, écrite ou orale, en l'occurrence ici elle est écrite, avec un ordre qui vous est personnel, des éléments, avec une subjectivité qui vous est propre, et vous le faites à partir d'une matière qui est tout à fait fascinante mais difficile à travailler pour les historiens, qu'est la mémoire. Et il est vrai que lorsque je vous ai lu, j'ai trouvé que vous aviez une très bonne mémoire. Et vous êtes pour nous un très bon client. Alors, comme je parle d'histoire, la transition est toute faite pour présenter notre deuxième invité, Stéphane Audouin-Rousseau. Stéphane Audouin-Rousseau, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes un spécialiste internationalement reconnu de la Première Guerre mondiale. Vous êtes d'ailleurs le président du Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre à Péronne. Et vous travaillez depuis des décennies sur la violence de guerre. Et je citerai volontiers parmi vos ouvrages celui que vous avez coécrit avec Annette Becker, 14-18, Retrouver la guerre. On peut aussi rappeler l'un de vos maîtres livres, Combattre une anthropologie historique de la guerre moderne, ou encore cet ouvrage plus personnel sur ce que vous appeliez un objet imprévu qui a coupé votre route, le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, que vous évoquez dans le livre Une initiation
Rwanda 1994-2016. C'est un ouvrage, au regard de ce que je viens de dire à propos de Guillaume Ancel, qui est tout à fait en rapport avec sa propre carrière. Alors peut-être pour amorcer l'échange que vous allez mener tous deux, j'avais une question pour vous, Stéphane Audouin-Rousseau. Vous avez toujours exprimé une certaine admiration pour les soldats dans vos positions publiques, dans vos écrits. Vous avez consacré, je l'ai dit, une bonne partie de votre œuvre aux militaires. Vous êtes tout l'inverse d'un antimilitariste. Et pourtant, vous avez fait le choix de préfacer un ouvrage, on va en parler, qui est tout de même assez critique à l'égard de l'armée, en tout cas à l'égard de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc ma question est à la fois très large et très simple. Pourquoi avoir accepté de préfacer le livre de Guillaume Ancel ? Merci de votre présentation. Bonjour à toutes, bonsoir plutôt à toutes et à tous. Je ne m'attendais pas à être le premier interpellé, puisque évidemment l'auteur du livre, ce n'est pas moi, je le rappelle, c'est Guillaume Ancel, donc c'est lui qui normalement est légitimement en première ligne ce soir. Mais puisque vous me posez la question, je vais essayer d'y répondre. Effectivement, je ne me cache pas d'être effectivement dans mon milieu universitaire, surtout à l'école et aux études, dire que je suis un militariste, si vous voulez. C'est une provocation dont vous n'imaginez pas, la dangerosité. Je veux dire par là, je m'en suis expliqué à l'écrit, donc je peux m'en expliquer à l'oral, que le corpus de valeurs, de références, qui paraissent être celles de l'armée française et des armées occidentales de manière plus générale, je crois que la société civile gagnerait, disons, à s'en inspirer davantage, pour dire les choses, vous voyez, de manière très allusive. Voilà. Et c'est vrai que depuis mes tout premiers travaux, quand j'étais très jeune historien, quand j'avais 25 ans, ce qui m'a intéressé d'abord, c'est le monde des soldats. C'est le monde des soldats. Et les soldats de la Grande Guerre, évidemment, constituaient et constituent toujours, par certains côtés, un corpus extraordinaire que les historiens continueront à creuser, certainement dans les années qui viennent, car les questions que pose le fait militaire pendant la Première Guerre mondiale, et notamment tel que moi je le conçois, enfin tel que je m'y intéresse, c'est-à-dire en le saisissant par en bas, au plus près finalement des acteurs sociaux, de ce qu'on appelle en sciences sociales aujourd'hui leur agency, leur agentivité. C'est ça, leur système de représentation, c'est ça qui m'a toujours intéressé, pour ne pas dire fasciné. Alors pourquoi j'ai préfacé cet ouvrage un peu effectivement acide sur le fait militaire à travers effectivement le fait militaire français à travers le cas de Saint-Cyr, mais les autres ouvrages de Guillaume Ancel restent dans cette veine aussi. Eh bien d'abord parce que l'ouvrage de ce point de vue, du point de vue de l'image de l'armée et de cette institution qu'est Saint-Cyr qui s'en dégage, cette image est complexe. Cette image est complexe, elle est ambiguë. Il s'agit nullement, et j'espère que de ce point de vue, il n'y aura pas de malentendu, il s'agit nullement d'une charge frontale contre l'école militaire supérieure de Saint-Cyr. En aucune manière, premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement un effet d'amitié. J'ai rencontré Guillaume Ancel autour de la question du Rwanda, autour de la question du génocide des Tutsis, qui, à mon sens, est un des grands événements de notre contemporain. Et autour, évidemment, de la question de la politique qu'a menée la France. Donc, une question autour de laquelle nous sommes restés longtemps très isolés, les gens comme Guillaume Ancel et moi-même, avant que un basculement se produise le 27 mai 2021 lors du discours du président de la République à Kigali. Maintenant, la configuration est très différente. Et donc, Guillaume Ancel m'a demandé de préfacer son premier livre, qui n'était pas sur le Rwanda, mais sur la Bosnie, en 2017, ce vent glacial sur Sarajevo. Puis son second ouvrage, sur le Rwanda. Puis son troisième, dans une démarche rétroactive en quelque sorte, c'est-à-dire sa première mission en tant que casque bleu, au Cambodge en 1992, quand l'ONU s'occupe d'essayer finalement de remettre sur pied, si je puis dire, un pays entièrement ruiné par le génocide et puis ensuite par
la libération vietnamienne, qui est en même temps une occupation, puis les combats qui continuent entre Khmer Rouge et Vietnamiens, je passe. Et donc, quand Guillaume Ancel m'a proposé ce nouvel ouvrage, il m'a paru, qui m'a demandé de le préfacer, il m'a paru naturel de le faire. Un préfacier n'est pas forcément censé être d'accord avec la totalité d'un ouvrage, d'ailleurs, mais globalement, c'est effectivement, comme vous l'avez dit très justement, un témoignage qui m'a paru très intéressant. On va en reparler parce que c'est le premier. C'est le premier du genre en tant d'années. En tant d'années, c'est la première fois, semble-t-il, sauf erreur de ma part, que la question de Saint-Cyr, de la formation qui est dispensée, a été abordée par quelqu'un qui l'avait traversé. C'est assez stupéfiant dans une époque où nous sommes, où tout le monde témoigne de tout. Comment se fait-il qu'une expérience aussi forte que celle du passage par les 3 années à Saint-Cyr ait suscité finalement un seul témoignage, un seul, celui de Guillaume Ancel. Rien que pour cela. Il me semblait que pour un historien du fait guerrier, du fait militaire, j'étais à ma place en essayant d'ouvrir pour le lecteur ce témoignage et d'essayer d'en montrer, j'y reviendrai peut-être dans le questionnement, d'en montrer la complexité, au-delà de l'aspect assez critique du livre, mais critique de manière complexe et à certains moments de manière très ambiguë, et c'est ce qui fait évidemment tout l'intérêt de l'ouvrage. Voilà donc ma réponse. J'enchaîne donc, si vous voulez bien, donc avec quelques questions que je pourrais poser à Guillaume Ancel. Voilà, on parle souvent ensemble, mais justement, c'est pour ça que je ne lui ai pas communiqué mes questions, pour rafraîchir notre débat. Le premier, au fond, c'est une question que je pense ne lui avoir jamais posée, qui ne se posait peut-être pas, mais au fond, on pourrait... au départ, Guillaume Ancel a fait un livre, mais maintenant il y en a 4, donc c'est une œuvre. Donc il y a eu, autour de cette question du fait militaire, si tu veux, il y a eu ce que j'appellerais, ce qu'on appelle parfois en sciences sociales, une prise d'écriture. Il y a eu prise d'écriture, après des expériences traumatiques. Comme tu le dis toi-même, tu as rencontré à plusieurs moments 3 génocides. Cambodge, Rwanda, Bosnie, c'est beaucoup. Rencontrer, au sens de toucher de près, toucher les conséquences, et ce que j'aimerais savoir, au fond, c'est qu'est-ce qui a finalement déclenché chez toi la prise d'écriture. Qu'est-ce qui a déclenché la prise d'écriture? Je ne parle pas des carnets que tu as pu remplir en opération, et qui t'ont d'ailleurs beaucoup servi ensuite dans la rédaction de tes ouvrages, mais la prise d'écriture, c'est la décision de tenter une écriture publique, une mise à disposition du public d'un texte sous la forme de ces témoignages que tu nous as donnés. Alors, est-ce que c'est la Bosnie? Est-ce que c'est le Rwanda? Est-ce que c'est les deux ensemble qui se sont percutés pour finalement provoquer cette décision d'écriture? C'est ça que j'aimerais savoir tout d'abord. Bonsoir. C'est clairement la menace. J'ai quitté l'armée sans contentieux et j'ai trouvé plutôt intéressant le parcours que j'avais eu, même si c'était qu'une moitié de carrière, parce que je ne suis resté que 20 ans dans l'armée de terre. Mais j'ai eu l'impression aussi, parce que j'étais saint-cyrien et breveté de l'école de guerre, d'être choyé et d'avoir eu beaucoup d'attention de la part de l'institution militaire. Il y a des sujets que j'ai jamais digérés, puis il y en a d'autres qui faisaient partie du métier. Je le dis, je crois d'ailleurs dans ce livre, pardon. Un ami qui était DRH de l'armée de l'air m'a dit un jour, il faut que tu acceptes que la guerre est une succession de saloperies, que les militaires sont payés pour les faire et pour se taire. C'est sur le pour se taire, on n'a jamais été d'accord. Mais pour moi, il était essentiel d'en causer à cause d'une rencontre, ou plutôt de l'absence d'une rencontre, avec le sujet de la mémoire exprimée ou pas des militaires. C'est la rencontre avec Pierre Schoendoerfer. On est à Saint-Cyr en, je pense, 1987. Pierre Schoendoerfer a été invité et on est tous persuadés qu'il va nous parler de la guerre d'Algérie, qui est quand même l'essentiel de son œuvre cinématographique.
Et là, je découvre, on est dans le grand amphi Napoléon de Saint-Cyr, on est 600 ou 700, que nos instructeurs sont la dernière génération des sous-officiers et officiers français à avoir fait la guerre d'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'ils portent leur décoration. Et pourtant, on a déjà passé plus de 2 ans avec eux et ils n'en ont jamais dit un mot. Pierre Schoendorfer arrive. Il était sous. En fait, il avait un sujet avec l'alcool assez sévère. Il y a un sous-officier à côté de moi qui m'a dit que malheureusement, c'était plutôt son état normal. Et c'était très impressionnant parce qu'il a déambulé pendant pratiquement 1h30 sur sur la scène de l'amphi Napoléon. J'aime beaucoup le faire, mais là, je n'aurais pas l'espace. Et il n'a jamais abordé le sujet de la guerre d'Algérie. Il a tourné autour exactement comme on tourne autour d'un fantôme ou d'un iceberg. Et pendant 1h30, il a réussi cette extraordinaire performance de ne jamais parler du sujet pour lequel il était venu nous voir. Et personne ne lui a posé la question. Et je me souviens que c'est ce jour-là, alors que je devais être, oui, sans doute sous-lieutenant ou pas loin, je me suis dit, ma génération ne fera pas comme lui. Ma génération dira ce qui s'est passé en opération pour ne pas mourir avec un ulcère à l'estomac. Et j'ignorais que ce serait moi, puisque je suis pratiquement le seul de ma promotion, en tout cas celle de Thierry Burkhardt, à avoir écrit à ce jour et à avoir publié. Et je suis parti avec cette idée qu'il fallait garder les traces de ce qu'on faisait pour pouvoir l'expliquer aux autres, comme la génération qui nous avait précédés n'avait pas réussi à le faire. En fait, j'ai été très surpris d'une chose, c'est que dans l'armée, jamais personne ne m'a empêché de m'exprimer. Chaque fois que j'ai voulu en parler dans des cercles militaires, la discussion était plutôt libre. En tout cas, c'est le sentiment que j'en ai gardé. Par contre, il n'était pas question d'exporter un quelconque débat. Alors, quand je suis rentré du Rwanda, notamment, j'étais furieux. Furieux parce que j'ai assisté à des livraisons d'armes aux génocidaires. J'ai alpagué plusieurs fois mes camarades en me disant « Mais comment on a pu faire une connerie pareille ?» Et au fond, ils avaient tous leur avis différent, je le respecte. Mais en gros, ils me disaient « Écoute, Guillaume, tu peux gamberger sur le sujet, mais dans 3 mois, on part à Sarajevo, je te conseille de te préparer. » Et donc, on passait au sujet suivant. En fait, on pouvait en discuter à condition que ça n'ait pas de conséquences et qu'on n'en tire rien qui puisse en fait mettre en difficulté ou faire douter d'un point essentiel, c'est ce silence de l'armée par rapport à la société. Mais il se trouve que 1 an après le Rwanda exactement, je suis parti avec une unité de Légion étrangère à Sarajevo et j'assiste impuissant au génocide de Srebrenica. 8000 Bosniaques qui sont massacrés sous nos yeux par les milices serbes. C'est moi qui devais intervenir. Je devais stopper avec des frappes aériennes ces milices, c'était ça le plan de l'ONU, sauf que, pour des raisons jamais résolues, je n'ai pas été autorisé à stopper les milices serbes et nous avons utilisé nos avions pour photographier le massacre de Srebrenica pendant 3 jours. C'est probablement le génocide le mieux documenté du monde. Une photo toutes les 2 heures, c'était intéressant, sachant que les Serbes ne s'en sont même pas cachés. Et je suis revenu dans une colère profonde parce que je me disais que s'il y avait eu un débat en France après l'affaire du Rwanda, Srebrenica n'aurait jamais eu lieu. La société française n'aurait jamais accepté qu'on donne l'ordre à l'armée française de ne pas intervenir dans un 2e génocide alors qu'elle était là, elle était présente. C'est un officier de la Légion d'ailleurs qui me l'a dit. C'était pas les mêmes unités qu'au Rwanda. Il y avait un officier de la Légion qui était avec moi au Rwanda, qui était là à Srebrenica. Et quand on a assisté au massacre, il m'a dit « Mais combien de fois on va le laisser se reproduire ? On est fous à ce point. Nos décideurs sont aveugles au point de ne pas comprendre ce qui se passe. Cette répétition nous était insupportable. » En rentrant, j'ai voulu en parler et j'ai compris qu'encore une fois, bien sûr, on pouvait en causer dans nos cercles, mais qu'il n'y aurait pas de débat sur le sujet. Alors je me suis tu. Voilà. Et je l'ai mis dans ma poche. J'ai continué ma carrière et j'en étais plutôt content. J'ai fait l'école de guerre à Bruxelles. Je me suis occupé des restructurations de l'armée de terre. J'avais passé 20 ans dans l'armée de terre et je me suis rendu compte que désormais, j'étais destiné à une carrière d'organisateur. Et j'étais en particulier responsable des restructurations.
un sujet qui ne s'éteint jamais dans les grosses organisations. Et j'ai demandé au chef d'état-major de l'armée de terre de l'époque de quitter. De quitter à 20 ans, c'est bizarre pour un Saint-Cyrien. Ce n'est pas le moment où on part. C'est très désintéressant, y compris en termes de retraite. Mais je voulais revenir dans ce monde des entreprises dont j'étais issu, en me disant que de toute façon, j'avais fait mon temps dans l'armée et qu'il était temps que je retourne dans le civil. Et puis en retournant dans le civil, j'ai ce sujet du Rwanda qui me trotte dans la tête. Je travaille pour la SNCF, je dirige l'exploitation de Saint-Lazare. Et je rencontre des journalistes et je leur explique ce qui s'était passé au Rwanda et que je n'avais pas digéré. Comment, sous prétexte d'une opération humanitaire, on en était venu à défendre, à protéger et à réarmer des génocidaires. Et les journalistes me racontent en substance que, bah oui, ils sont au courant, enfin, je leur apprends rien, quoi. Mais ils n'imaginent pas 2 secondes que je suis prêt à témoigner. Et donc, ils me disent rien de plus. Et puis, c'est ça le chaos des cheminements. Je suis débarqué de la SNCF pour des raisons complètement différentes. Je ne suis pas d'accord avec leur manière de mener des guerres civiles. Et donc Guillaume Pépi me débarque du jour au lendemain et je m'emmerde, c'est terrible. Je suis en transition professionnelle. Vous savez, c'est ce très joli mot qu'on a inventé pour dire qu'un cas dirigeant est au chômage. Et donc dans cette période, une de mes filles qui est éditrice comprend que si je ne me trouve pas d'occupation, je vais étrangler quelqu'un. Et donc, elle me met à l'écriture, ce qui n'est absolument pas ma culture. Moi, je suis de culture orale. Et j'écris un petit roman dans lequel je me camoufle derrière une femme pour raconter l'affaire du Rwanda. Alors, il est lu qu'à quelques centaines d'exemplaires, mais un copain est responsable du think tank du Parti socialiste et il me demande si j'accepte de témoigner sur cette affaire dans une petite réunion qu'ils ont organisée, qui est présidée par Paul Quillès. On est à la Fondation Jean Jaurès. Ce que je n'ai pas compris, c'est que ce sont les 20e commémorations du génocide contre les Tutsis au Rwanda, et qu'en fait, le Parti socialiste est là pour vérifier qu'il ne se passera rien pendant ces commémorations. Et alors chacun vient raconter, diplomate, journaliste, etc., qu'on n'a rien à craindre de ces 20e commémorations. La France a fait un remarquable travail humanitaire et pas un militaire ne dira le contraire. Puis moi, comme je suis invité par le secrétaire du truc, bah, je raconte mon histoire, vous savez, avec cette naïveté déconcertante du témoin qu'il croit qu'il a déjà été entendu. Je rappelle que les journalistes m'avaient dit que notre affaire était parfaitement connue. Alors je dis, bah, oui, moi, vous savez, le Rwanda, vous avez tous des idées dessus. Moi, j'y étais. Donc, j'ai trouvé assez moyen l'idée d'intervenir, d'abord de protéger la fuite des génocidaires, et puis après d'essayer de les remettre au pouvoir, enfin c'était en sens inverse, et enfin de leur livrer des armes. Et là, je vois 40 mâchoires se décrocher. Et je comprends que ce n'est pas tout à fait la version officielle du think tank. Mais ce qui m'a agacé, ce n'est pas ça. C'est le fait que Paul Quillès se lève. C'est lui qui avait présidé la mission parlementaire d'information qui était en charge de stopper la discussion sur le sujet. Et Paul Quillès me menace. Il me dit, jeune homme, à l'époque j'avais largement dépassé 50 ans, je vous demande de ne pas témoigner sur ce sujet parce que dans les circonstances actuelles, les gens pourraient mal le comprendre. Je n'ai pas supporté ce doigt, je n'ai pas supporté cette pression. Et je me suis rappelé que la devise que j'avais pompée chez le maréchal Delattre, c'est ne pas subir. Et donc je lui ai dit, bah, écoutez, ce qui m'embête, c'est que votre version est manifestement un roman. Et donc je vais aller témoigner puisque vous m'interdisez de le faire. Et à partir de ce moment-là, j'ai témoigné de manière systématique, 100 fois. Juste pour qu'il se rappelle qu'on ne m'interdirait pas de témoigner sur un sujet de ce type. Le débat prend immédiatement une mauvaise tournure, ça devient une polémique. D'autant que, vous vous souvenez, les archives sont soigneusement classifiées. On a le droit d'en parler, mais on n'a pas le droit d'accéder aux archives de cette belle opération humanitaire. Mon sujet n'est pas ce que nous avons fait au Rwanda. Je sais très bien que mes camarades et moi, on a obéi aux ordres, et d'ailleurs j'y étais, je l'ai fait. Donc je ne vois pas à quel titre je condamnerais mes camarades. Mon problème, c'est les ordres qui ont été donnés. Et ils n'ont pas été donnés par le général Lafourcade.
ils étaient pilotés directement par l'Élysée. Et donc non seulement je témoigne, mais je tire le fil. Je dis, il faudrait interroger machin, il faudrait aller sur Trucmuche, on pourrait questionner le secrétaire général de l'Élysée, Hubert Védrine. Et là, le truc prend des proportions assez étonnantes. Je me fais insulter dans les grandes largeurs. De toute façon, je suis sourdingue, donc je m'en fous. J'ai moins apprécié quand ma femme commence à recevoir des coups de fil anonymes. Et puis, j'ai reçu un message explicite de menace. Ce serait vraiment dommage que je me fasse écraser sur un passage piéton dès que les journalistes auront fini de m'interroger. Pardon d'être long, mais parce que c'est là, en fait, où ça se déclenche. Le message a été envoyé, vous savez, dans les grandes entreprises. À ce moment-là, je travaille pour un groupe de protection sociale. Il y a toujours un relais de la DGSE. En plus, je suis con, j'aurais dû le comprendre, puisque c'était l'ancien DSI de la DGSE. Donc, naturellement, c'était à lui de me porter le message. Le message, il était sympa, parce qu'en fait, la piscine voulait me prévenir que, malheureusement, j'étais peut-être un peu ciblé, qu'il fallait que je commence à faire attention, quoi. Et là, j'ai réalisé un truc. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets de communication. C'est que quand vous donnez des témoignages oraux, il n'y a quasiment pas d'archivage. En fait, si vous regardez bien, 4 ou 5 ans après une polémique, faites des recherches sur Google, recherchez des interviews orales d'un témoin, il n'y a rien qui est classé correctement. C'est extrêmement difficile de retrouver les choses. Et là, je me suis senti coincé. Je me suis dit, soit je retourne, je regarde par-dessus mon épaule en permanence, de savoir à quel moment on va venir me buter, et je m'arrête de témoigner, soit je trouve une solution. Et je ne l'ai pas trouvé tout de suite, parce que comme je vis dans Paris, j'aime bien me déplacer à pied, je ne comprenais pas comment je pouvais faire pour continuer à marcher sans prendre des passages piétons. C'est une amie, prof de droit, qui m'a trouvé la solution. Et qui m'a dit, si tu ne veux pas te faire emmerder sur un témoignage, il faut le publier. Il faut le publier dans une maison très classique, dont on a l'assurance que la publication sera présente dans toutes les librairies et les universités pendant 50 ans. Les belles lettres. Alors je la remercie, elle s'appelle Raphaël. Je dis, Raphaël, super, mais moi, mon premier livre, je l'ai publié comme ça, et puis encore une fois, je ne suis pas un écrivain, je n'écris pas, quoi. Elle m'a dit, mais tu connais très bien dans tes relations un homme qui a toujours été un apporteur de textes pour les très grandes maisons d'édition. Il s'appelle Stéphane Audouin-Rousseau. Et donc je me suis tourné vers Stéphane, tout naturellement, pour dire comment est-ce que je dois écrire, non plus un roman, mais un récit qui soit utilisable par des historiens. Et Stéphane m'a fait travailler avec une rigueur que j'ai failli regretter. Parce que je t'ai trouvé un peu rude à ce moment-là, rigueur sur l'expression. En fait, c'est dur de passer d'une culture orale à une culture écrite. Et puis, une rigueur dans le récit, de sortir tout ce qui n'était pas sûr ou utile, tout ce qui m'avait été rapporté mais qui n'était pas de première vue, ou de préciser quand est-ce que ça n'était pas mon information. On a fait un premier texte sur Sarajevo, parce que je voulais interroger sur ce massacre de Srebrenica, à essayer de comprendre pourquoi on avait pris le parti des Serbes jusqu'au point de se compromettre sur ce sujet. J'espérais qu'il y ait un grand débat, mais malheureusement, il n'a jamais eu lieu. L'affaire est sans doute très compliquée. Mais en fait, ce que j'attendais, bien sûr, c'était la publication du Rwanda. Là, ce livre sort et, au fond, met fin à la version officielle. C'est la première fois qu'un officier, normalement cérébré, publie un témoignage intégral et montre que ce qu'on a fait au Rwanda ne correspond pas à l'intervention humanitaire qui avait été décrite par l'Élysée, tout gouvernement successif, pendant 25 ans. Et en fait, l'écriture, pour moi, était un moyen de laisser une trace dans un débat. Ce que je n'arrivais pas à faire avec les témoignages oraux, qui s'envolent à la vitesse de l'éclair. L'actualité est tellement rapide qu'en fait, même quand vous avez l'impression de faire un schcamp parce que vous allez parler de tel truc, puis tout le monde va dire « Ah bah oui, c'est très grave ce qui s'est passé ». Mais en fait, 8 jours après, on est passé au sujet suivant. Un livre, les écrits restent. Ce livre a marqué, pour moi, une génération qui a eu le courage de s'emparer du sujet du Rwanda. Et je vais prendre juste un exemple, parce qu'il m'a marqué. J'aime bien Gaël Faye, l'artiste d'origine rwandaise. Et au moment où Macron a été élu président,
je passe les avanies, hein, tous ceux qui ont dit qu'ils allaient ouvrir les archives, qui ne l'ont jamais fait, etc., etc. Il invite Gaël Faye, il adore inviter des artistes en vue, enfin c'est son rôle. Et Gaël Faye vient et lui offre un livre. Alors le président le remercie, il dit « Ah, le petit pays, je suis trop content, j'espère que vous me l'avez dédicacé ». Et Gaël lui a dit « Non, je vous ai offert un récit d'un officier français parce qu'il faut aussi les écouter. » Voilà. On est, me semble-t-il, en plein dans le débat d'aujourd'hui, un débat difficile, hein, vous le sentez bien. Je propose de décaler maintenant, on y reviendra certainement, de décaler un peu la discussion, et pas trop longuement, parce qu'il faut maintenant qu'ensuite vous aurez vos questions. Et j'aimerais te ramener à ce texte ce texte de John Keegan, par lequel j'ai ouvert cette préface, qui est le plus beau texte d'hommage aux soldats, à ceux qui pratiquent le métier des armes, le plus beau texte que je connaisse. En tout cas, il y en a sans doute beaucoup de très beaux, mais celui-là, pour moi, c'est le texte le plus admirable que je connaisse. Et j'aimerais bien avoir ta position sur ce texte. Alors, je vous le cite, enfin un extrait. « Les soldats ne sont pas comme les autres hommes. Telle est la leçon que j'ai retirée de ma vie au milieu d'eux. La guerre est menée par des hommes dont les valeurs et les compétences ne ressemblent en rien à celles des politiciens ou des diplomates. Ce sont celles d'un monde à part, un monde très ancien qui existe parallèlement au nôtre, mais qui ne lui appartient pas. Ces deux univers évoluent respectivement, celui des soldats adoptant les progrès de la société civile, mais le fossé demeure, car la culture des soldats ne peut être celle de notre civilisation. » Je précise, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais vous le savez sans doute tous ici, que John Keegan, donc disparu il y a quelques années, était professeur à Sandhurst, donc l'équivalent britannique de Saint-Cyr, qu'il était invalide lui-même, poliomyélite dans l'enfance, donc qui fait que, comme il l'a dit dans un de ses ouvrages, je n'étais pas fait pour être soldat, mais qu'en même temps, c'est sans doute un des plus grands écrivains, un des plus grands historiens militaires du XXe siècle. Ce texte d'hommage, donc venant d'un civil travaillant chez les militaires, et en partie pour eux finalement, puisque Keegan faisait cours aussi à Sandhurst. Donc ce texte est un hommage magnifique que sans doute l'institution ne pourrait pas un hommage qu'elle ne pourrait pas se rendre à elle-même, mais que quelqu'un d'extérieur peut lui rendre. Est-ce que tu te sens en accord avec un texte comme celui-là, en tant que toi, venant finalement de l'institution, ce qui n'est pas du tout mon cas? Le texte est magnifique et je pense qu'il est empreint de pertinence. Mais il met en exergue le sujet que j'ai mal traité dans ce livre. C'est la culture du silence. En fait, moi, j'ai voulu donner un témoignage de l'intérieur de ce qu'est Saint-Cyr en laissant les gens en penser ce qu'ils veulent. J'ai été très surpris dans les critiques, en particulier dans les journaux, les gens qui ont vu, les journalistes qui ont vu une dénonciation du bahutage. Alors pour moi, ce n'était pas l'objet du livre, c'est de raconter comment les choses se passent. Mais eux ont été choqués par certains aspects ou au contraire ont été conquis par nous. Ils m'ont dit « Ah, c'est extraordinaire la préparation morale qu'on fait pour vous pour partir en opération. » Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas perçu comme ça. Mais ce qui était important, c'était de donner une image totalement subjective, mais qui n'avait jamais existé jusque-là, de comment on forme des officiers à faire la guerre et à se taire. Et c'est l'aspect se taire qui m'a toujours interrogé et que je trouve inquiétant, pas seulement à cause du Rwanda, de Srebrenica, des 3 génocides, non. À cause du fait que je ne comprends pas comment une institution comme l'armée peut prétendre défendre une société si elle ne lui parle pas et si celle-ci ne lui parle pas non plus. Or, ce que j'ai noté comme effets collatéraux dans la culture du silence, surtout une armée très professionnelle. Moi, je fais partie de la génération qui a détruit l'armée de masse pour la transformer en corps expéditionnaire léger. C'était notre volonté. C'est parce qu'on voulait être utile, c'est parce qu'on avait bien compris que rien ne justifierait de conserver ce corps blindé, mécanisé, pléthorique à l'époque. Aujourd'hui, il ne le semblerait pas, mais en tout cas à l'époque. Et donc, on l'a transformé en une armée très réduite, de très grande qualité, mais toute petite.
et qui parlait de moins en moins à la société. Ne serait-ce que pour un effet de proportion. Je le faisais remarquer dans une conférence récente aux États-Unis où l'essentiel des carrières sont très courtes. Il y a 30% de la population, pardon, j'exagère, le chiffre est faux. En France, au moment du service militaire, quand on l'a abandonné à la fin des années 80, il y avait 30% de la société française qui avait un peu de culture militaire. Aux États-Unis aujourd'hui, on estime entre 15 et 20% la part de la population qui a une culture militaire. En France aujourd'hui, on est à moins de 5% et probablement à 3%. Voilà. Ça veut dire juste qu'on a 10 fois moins de relais dans la société qu'on ne l'avait il y a 30 ans. Et ça doit nous interroger sur cette société à laquelle on parle si peu et qui nous écoute si peu. Alors pardon, je stoppe tout de suite l'argument à la con qu'on essaye de me flanquer dans les dents de temps en temps. Je fais bien la différence entre le secret des opérations et puis le temps du débat. Dans tous les métiers, il y a un secret des opérations. Aujourd'hui, je suis directeur de la communication du système de retraite Agirc-Arrco, qui gère quelques dizaines de milliards d'euros. Évident qu'on ne va pas les raconter sur la place publique la prochaine opération de placement qu'on va faire. Voilà, ça fait partie du secret professionnel de tous les métiers. Non, je laisse le secret des opérations de côté. Je dis simplement que c'est un des seuls métiers dans lesquels les militaires en particulier, quand ils ont quitté leur activité, ne parlent pas. Et je vais reprendre un exemple. Le Rwanda. 10 livres ont été écrits sur l'affaire du Rwanda par des anciens militaires français. Je laisse de côté les 3 que même le CIRPA n'aurait pas osé publier. En fait, il n'y en a que 7 qui sont à peu près intéressants. Je vais enlever celui d'un type qui manifestement a eu un pet au casque et qui explique que c'est la Vierge Marie qui lui a donné l'ordre d'intervenir au Rwanda. On va dire que ça ne relève pas de la polémologie. Je planchais devant des chefs d'entreprise britanniques. Vous savez que dans l'armée britannique, à 40 ans, les officiers sont quasiment tous virés. Même quand ils sont fait Sanders, on leur envoie la lettre Dear John. Donc ils ont tous une carrière civile. Ils m'ont dit qu'après la guerre des Falklands, ou des Malouines comme vous préférez, 300 ouvrages d'anciens militaires britanniques. Pourquoi ? Parce que la tradition, c'est que quand on quitte l'armée, on doit raconter pour les historiens et pour la société ce qu'on a fait. Après, les historiens en font ce qu'ils veulent. Ils peuvent estimer que ce que j'ai raconté est totalement déplacé, décalé. Je m'en fous. Mais juste témoigner, dire à notre société ce qui se passe. Pour éviter d'être dans le déni et de voir comme ces grands anciens qui avaient fait la guerre d'Algérie partir avec un fantôme, plutôt que d'avoir pu partager et transmettre avec les générations qui les suivaient. Alors, peut-être dernière question, parce que le temps passe vite. Dans ce livre sur Saint-Cyr, c'est évidemment forcément la première formation reçue. Donc, c'est une formation dont on pourrait dire, en reprenant une expression qu'aimait bien René Raymond, une formation qui a la force des commencements. Et les commencements, c'est toujours extrêmement important. Dans toute situation, le commencement surdétermine beaucoup du reste. Est-ce que, alors néanmoins, dans une carrière militaire, je parle de carrière militaire non pas interrompue comme toi à 39 ans, mais qui se sont poursuivis, est-ce que tu penses que ce commencement qui est Saint-Cyr pour les officiers de l'armée de terre, est-ce que ce commencement a eu vraiment une force de surdétermination de toute la suite, à travers, malgré la variété des expériences, l'évolution personnelle des officiers, etc. Est-ce que tu penses que ces 3 années de Saint-Cyr surdéterminent vraiment toute la suite? Ou bien, ceci pour qu'on mesure bien l'importance que tu donnes à ces 3 années par rapport à ce qui se passe ensuite. C'est vrai que si je compare Saint-Cyr, par exemple, au système de formation allemand aujourd'hui, qui est essentiellement en fait en système universitaire, et où j'ai eu l'occasion de croiser quelques-uns des officiers élèves, j'ai eu le sentiment que leur formation initiale était assez peu marquante en termes de culture, en termes de milieu.
Voilà. Ils étaient d'abord diplômés de l'université, puis ils avaient un certain nombre de connaissances. Saint-Cyr est incroyablement marquant, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Dans le bon sens du terme, je dirais que c'est probablement pour moi, dans l'expérience que j'ai eue, mais vous en avez tous eu d'autres, des armées étrangères, une des écoles de formation et qui lance et qui impacte les gens pour toute leur vie. D'ailleurs, c'est toi qui me l'as fait remarquer à plusieurs reprises. Il y a des choses que j'ai tellement intégrées que je n'arrive même plus à les questionner. Quand je reçois une mission, je pense au Cambodge en particulier, je ne me suis jamais demandé pourquoi on était en train de patrouiller en jungle à la frontière de la Thaïlande, au milieu des mines, tout ça pour appliquer des accords de paix à la con, et dont les Cambodgiens, de toute façon, ont réorganisé derrière la plus grande plaque de trafic mafieux du monde. Mais voilà, on avait accepté cette mission et c'était une évidence qu'il fallait le faire. Ça, c'est Saint-Cyr. Ça, je dirais que c'est quelque part l'aspect, enfin, moi, qui m'a peut-être le plus marqué. Celui que j'ai trouvé désarmant, sans faire de jeu de mots, venant d'un milieu plutôt de patron d'entreprise, très dans le débat, quoi. C'est cette culture du silence. Alors évidemment, mon commandant de promotion, c'était Jean-Louis Georgelin, qui avait d'immenses qualités, mais pas celle du débat. Le silence, ou plutôt l'impossibilité de débattre de quoi que ce soit, n'était même pas une règle. C'était une culture. Et je me revois, parce que c'est là où j'ai compris ce qu'était la culture du silence. La première fois que j'ai été confronté, on venait d'avoir un mois de bahutage assez difficile, on avait très peu dormi, presque pas bouffé, on était dans un état de fatigue avancée. Un médecin militaire qui se pointe dans un rassemblement le matin très tôt, il fait un froid de canard, on est tous là, alignés au cordeau, tel une torture humaine. Et puis le médecin, qui devait être colonel, nous dit « J'ai entendu dire que vous aviez fait l'objet de mauvais traitements, qu'on vous aurait empêché de dormir ou de vous alimenter normalement, que celui qui veut témoigner s'avance. » Moi, comme on me pose une question, je vais faire un pas en avant. Et puis à ce moment-là, je comprends, dans les simples reniflements de mes petits camarades à côté, ils ne m'ont même pas donné de coup de coude, que j'avais un choix crucial à faire. Soit je faisais un pas en avant et ma carrière militaire s'arrêtait là, soit je restais dans le rang et j'oubliais bien sûr la question de ce médecin colonel. La culture du silence. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a même pas de cours à Saint-Cyr sur la culture du silence. On l'apprend tout seul. Et c'est là où plus tard, des historiens, dont toi, m'ont montré l'influence de Napoléon Bonaparte. Parce qu'en fait, on reprend volontiers cet adage de Napoléon-là, la guerre est un art tout d'exécution. Mais on oublie la conséquence. C'est que c'est Napoléon qui impose qu'à partir de lui, les officiers n'ont plus à débattre et à écrire, à publier, parce que c'est lui qui décide. Et les autres exécutent. Et si on se compare à des armées étrangères, en particulier dans le milieu anglo-saxon, on est une armée particulièrement silencieuse, où même après son service actif, au fond, on ne s'estime pas autorisé à pouvoir causer publiquement. Je pense que ça, ce n'est pas l'empreinte la plus positive de Saint-Cyr, parce que pour moi, c'est ce qui transforme une institution en un bocal étanche par rapport à la société qu'elle prétend défendre. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Merci beaucoup pour ces échanges très riches et toutes ces portes déjà ouvertes. Donc, comme indiqué, on a 45 minutes maintenant pour discuter ensemble. Je propose qu'on commence par des questions des chercheurs de l'IRSEM qui ont lu le livre et qui se sont intéressés à vos écrits. Et puis, évidemment, ensuite, on pourra ouvrir avec la salle. Une précision, donc, la conférence est enregistrée. Simplement, la caméra est là, donc elle ne filme que l'estrade, mais voilà, c'était pour vous préciser qu'ensuite, ça sera diffusé sur le site de l'IRSEM. Victor, peut-être ? Ouais. Victor, qui est chercheur aussi dans notre équipe, docteur en sciences politiques.
Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors ça tombe bien que vous ayez cité ce passage de l'ouvrage, parce que je voulais commencer avec ça. J'ai 3 petites questions, je vous propose de les poser ensemble, comme ça vous permet aussi de choisir éventuellement une question parmi les 3, si voilà celle qui vous paraît le plus pertinent. Donc justement, sur la culture du silence, donc vous racontez cet épisode, vous mentionnez une seconde nature, sont vos mots, et ce qui peut sembler un peu paradoxal, parce que donc c'est, comme vous dites, votre première expérience de la culture du silence. Il paraît comme une évidence pour vous à ce moment-là que parler, c'est s'exclure, et pourtant, ce qui est paradoxal, c'est que vous-même, vous dites que vous avez une position d'extériorité. Vous n'avez pas eu cette socialisation anticipatrice qu'ont pu avoir ceux qui ont été dans les lycées militaires, etc., ou même par votre milieu familial, que vous décrivez bien assez différent de vos camarades. Et donc, je me demandais si vous aviez... En fait, j'aurais presque aimé avoir l'épisode précédent, c'est-à-dire, puisqu'à ce moment-là, ça vous paraît comme une évidence déjà, est-ce que vous avez le souvenir quand même d'un moment où, si ce n'est douloureux, ou en tout cas où cette rupture du silence a pu être un problème, et peut-être aussi avoir un retour réflexif sur cette position d'extériorité qui, sans doute, vous a permis d'être celui qui lève le voile, en revanche, sur l'institution. Et ça, c'est sans doute pas tout à fait un hasard. C'est-à-dire que finalement, vous êtes peut-être à ce moment-là rattrapé par cette position d'extériorité que vous reprenez en quelque sorte vis-à-vis de l'institution. La deuxième question que je me posais, là, c'est une question très naïve, en fait, plutôt d'enseignant, en quelque sorte, sur la relation pédagogique. Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est une relation pédagogique très particulière qu'il y a au sein de cette école, puisqu'on voit la distance, voire la défiance et l'hostilité vis-à-vis des formateurs, les voraces. Et ça semble assez contraire à l'image qu'on se fait, ou peut-être qu'on aime avoir en tant qu'enseignant, en tant que pédagogue, d'une relation pédagogique qui favorise les apprentissages. Et puis elle paraît en plus renforcée par l'institution, puisque vous décrivez la promotion comme un public de captifs, et jusqu'à la méconnaissance de vos droits. Ça, c'est assez intéressant, je trouve, cet épisode qui peut paraître anodin, avec la présence de cet assureur qui vient vous vendre des protections particulières. Et puis enfin, j'aurais une question qui porte sur... Enfin, donc, ma question là-dessus, c'est est-ce que c'est une anomalie formatrice, ou bien plutôt peut-être à réformer, à travailler selon vous? Et puis la dernière question que je me pose, c'est celle sur les savoirs et les sciences sociales, et puis le statut d'exceptionnalité, d'extériorité du milieu militaire. C'est-à-dire que vous décrivez bien la vision très critique qu'il y a de l'enseignement général, l'hostilité qu'on témoigne à l'égard des rats, etc. Et ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est vraiment... Enfin, si je voulais être un peu provocant, est-ce que c'est vraiment une particularité du milieu militaire, ou est-ce que c'est un attribut en fait putatif d'une école d'élite? Parce que moi, ça m'a fait penser à ce qu'on peut voir à Sciences Po, par exemple, où il est de bon ton aussi, en fait, d'estimer que ses professeurs sont jamais vraiment au niveau qu'on méritait, parce qu'on a déjà endossé la qualité que nous donne cette école, et on s'est déjà un petit peu, en quelque sorte, grandi, quoi, et mis à la hauteur qu'elle nous confère. Donc, ce d'autant plus que c'est une très maigre expérience, mais étant auditeur civil à l'école de guerre, j'ai l'impression que là, au contraire, les stagiaires sont assez ouverts sur les sciences sociales, et j'ai même été frappé par leur connaissance, par exemple, des travaux de sociologie qui portent sur l'institution militaire, ce que je trouve assez remarquable. Donc voilà, je voulais savoir un petit peu, parce que, puisqu'on a commencé avec la citation de John Keegan, j'avais l'impression que ça allait peut-être à rebours de cette extériorité, ou en tout cas que ça plaidait pour un recours aux outils ordinaires des sciences sociales pour travailler l'institution militaire et éviter d'en faire d'en rester à cette extériorité. Voilà. Je voudrais vous remercier pour cette série de questions qui, à mon avis, fait 3 fois 3 questions. Et donc, comme on n'a pas une conférence complète à y consacrer, je vais essayer de prendre juste 2 exemples. Un sur la rupture du silence. Il y a un sujet qui m'a toujours étonné en arrivant à Saint-Cyr, mais parce que je viens d'un milieu particulier dans lequel les femmes sont chefs d'entreprise. Je n'aimerais pas être celui qui expliquerait à ma mère qu'elle ne pouvait pas être chef d'entreprise. Elle en a monté 17. Et pour elle, c'était d'un naturel désobligeant, quoi. C'était comme ça ne se discutait même pas. Mon père était poète. Donc forcément, j'avais une vision de la parité très différente.
je n'aurais jamais risqué d'aller expliquer à maman qu'elle ne pouvait pas prendre tel type de décision ou tel type de métier. Mais il se trouve que quand j'arrive à Saint-Cyr, je vois bien que dans ma promotion, il n'y a que des garçons. Et ça me choque beaucoup, parce que jusqu'ici, j'ai toujours été dans des milieux hommes-femmes, enfin voilà, ça ne se discutait pas. Et je pose cette question. Et je m'attends à encore une fois, une volée de bois vert de la part des instructeurs, avec qui notre relation était quand même assez tendue. Et je crois qu'à l'époque, mon gradé, qui était absolument détestable, c'était François Lecointre. Et alors, Lecointre, à ce moment-là, au lieu de nous faire ses coups de colère habituels, il dit « Ah oui, en fait, c'est un sujet... » Alors je pense qu'il a aussi voulu montrer la connaissance qu'il avait accumulée sur le sujet. Et il nous démontre par des chiffres qu'en fait, c'est un choix rationnel parce que les femmes font statistiquement 30% de moins de puissance militaire que les garçons, de puissance musculaire, c'est ce que j'ai dit, et par conséquent, ce serait un problème dans l'armée. Et voilà, c'est juste pour ces raisons-là, quoi. Sinon, oui, mais non, quoi. Bon. J'avoue que je devais être un peu fatigué, je ne me vois pas débattre plus longtemps, je me dis, ça n'a pas l'air, ça c'est bizarre, mais bon, ok, très bien. Je pars avec ça, pas de femmes, elles n'ont pas la puissance musculaire des garçons. Ma première opération, c'est au Cambodge. Je suis négociateur chez les Khmers rouges. Alors, vous savez, les Khmers rouges, c'est impressionnant parce qu'ils sont grands quand ils font 1m55 et ils sont gros quand ils dépassent les 50 kilos. Et j'ai eu très envie de leur dire que je n'étais pas sûr qu'ils aient la puissance et la taille pour être des militaires. Mais comme ils venaient de tuer d'une balle dans la tête mon premier co-négociateur, qui était d'origine roumaine, pendant une négo qui avait été un peu compliquée, je me suis dit que je n'allais pas poser la question. Donc, voilà, la rupture du silence, elle se fait toujours au moment d'un choc. En fait, d'un truc qui n'est pas résolu, qui n'est pas rationnel. On comprend que si on avait pu en débattre intelligemment, on aurait vu les choses très différemment. Et oui, je suis surpris de voir que quand j'ai publié ce livre, je vais citer 3 réactions. La première, c'est un conseiller du CEMAT qui m'a appelé immédiatement, à mon avis sur l'ordre de Pierre Schill, pour me dire la culture du silence, ou plutôt la grande muette, est-ce que tu ne crois pas que ce serait mieux qu'on n'en parle pas ? Je me suis demandé si c'était du lard ou du cochon. J'ai trouvé ça génial, c'était drôle et en même temps tellement con, quoi. Et pourtant, le type qui m'a appelé, c'est un type qui est bien cortiqué, donc je ne doute pas qu'il avait réfléchi à sa formule. Mais j'ai trouvé que c'était une espèce de résumé du livre. Voilà, ça m'a beaucoup frappé. L'autre réaction, c'est des Saint-Cyriens qui ont 30 ans de plus que moi, qui avaient fait Saint-Cyr en... Ah non, nom de chien. 40 ans de plus que moi, qui avaient fait Saint-Cyr... Non, je n'arrive plus à compter. En 1954, 84, non, 30 ans de plus que moi. 30 ans, c'est des anciens, hein, ils approchent... Enfin voilà, ils sont plutôt autour de 90 ans. Et ils m'ont écrit, 2 m'ont écrit. En fait... Ce que tu décris dans ton livre, c'est exactement ce que nous, on a vécu 30 ans avant toi. Et ne t'inquiète pas, rien ne changera du fait de l'institution militaire. Et ce qui m'embête plus, c'est que j'ai reçu des mails, parce que là, on n'envoie plus de lettres, de Saint-Cyriens qui sont actuellement à Couët, et notamment 2 femmes, qui m'ont dit, 40 ans après, 70 ans d'écart quand même, hein, entre les réactions. Il se passe exactement la même chose que ce que vous décrivez dans votre livre, et j'ai peur que l'armée n'y change rien. Voilà. Je me dis juste que le problème de la culture du silence, c'est que ça permet une reproduction à l'identique, du meilleur comme du pire, mais souvent du pire, et que ce qui est intéressant dans la culture du débat, c'est au moins de pouvoir s'asseoir sur l'intelligence collective pour pouvoir y réfléchir. Je ne crois pas que le silence ait jamais été une solution, même si dans mon métier encore aujourd'hui, parfois, je dis à tout le monde, on ne va pas commenter cette actualité, ça nous coûterait trop cher. Je donne la parole à Florian Pillard, qui est un de nos collègues aussi, docteur en géographie. Bonjour, merci beaucoup pour ce témoignage très prenant et très prenant. Je vais m'arrêter à ça. Alors, je voulais simplement vous dire, pour contextualiser, que moi, je suis chercheur à l'IRSEM, mais je suis aussi enseignant à Saint-Cyr. Et que depuis 2 ans, ce que je vois, c'est notamment la présence de femmes, mais en gros, en général, 2 femmes par groupe de 25. 2 femmes qui viennent de cursus extérieurs en général et qui sont juste présentes pour une année. En général, elles sont soit à Sciences Po, soit en école de commerce et elles viennent une année à Saint-Cyr.
Et que, de fait, quand on les voit de l'extérieur, elles ont l'air d'être pleinement dans le moule. Et que ce que vous décrivez du mail que vous recevez de ces deux femmes, moi, je ne l'ai absolument pas retrouvé dans les échanges que j'avais avec elles. Après tout, je ne suis qu'un enseignant sur place, donc un intrus. La question que je voulais vous poser, c'est dans quelle mesure cette culture du silence que vous décrivez très bien pour Saint-Cyr, d'une part, peut-elle être le vecteur de violence sur les corps, c'est-à-dire ce que vous décrivez, vous, de l'impossibilité de parler, c'est parfois peut-être des sévices que subissent certaines personnes qui essaient de prendre la parole de manière très tôt, depuis l'institution à Saint-Cyr. Est-ce que c'est le cas ? Notamment des corps féminins, mais pas que. Et deuxième chose, comment est-ce que cette construction d'une forme de docilité au silence empêche aussi les armées d'être pénétrées, traversées par des problématiques, par exemple celle de la féminisation, mais par exemple aussi celle du racisme. Est-ce qu'à votre avis, cette culture du silence participe à empêcher certains sujets issus de la société de la traverser et des officiers de se saisir de ces questions ? Merci. Il y a un aspect qui m'a beaucoup marqué à Saint-Cyr au début de la formation, c'est les règles essentielles, neutralité politique. Alors, on ne doit pas exprimer d'opinion politique. Néanmoins, ce que j'ai constaté pendant 20 ans, c'est que si on est conservateur, voire très très conservateur, pour ne pas dire d'extrême droite, ça ne pose aucun problème de s'exprimer. Par contre, les autres sont priés de se taire. Je me souviens d'avoir repris un général quand je m'occupais des réorganisations, qui était le directeur, je ne sais plus comment appeler ça, le délégué aux restructurations. Et comme il exprimait une opinion qui était clairement d'extrême droite, j'ai dit écoute, maintenant je vais te dire ce que j'en pense, que moi je suis plutôt rocardien, et donc alors là j'ai vu un aéropage de généraux commencer à s'étouffer, dire ah non, mais ici on ne parle pas de politique. J'ai dit mais si, c'est vous qui avez amorcé le sujet. À Saint-Cyr, on ne parle jamais de sexualité, sauf si on est un hétérosexuel hyperactif. Et là, on a le droit de s'afficher toute la journée, même si ce n'est pas vrai. De ma promotion, je n'ai jamais su qui était homosexuel. Dans mon entourage, j'en ai plein et qui ne me l'ont jamais caché, j'en suis très heureux pour eux. Je ne comprends pas que 40 ans après, je n'arrive toujours pas à savoir qui est homosexuel dans ma génération, dans mes petits camarades de promotion, parce qu'ils n'ont jamais pu le dire. Et puis, on ne parlait jamais de religion, sauf si on était catho-tradi. Et ça posait absolument aucun problème. D'ailleurs, au point que la première année, si on voulait se reposer un peu, il valait mieux dire qu'on voulait assister à la messe, puisque c'était la seule heure de repos. Et pour les autres, pas de chance, c'était une heure de corvée supplémentaire. Jamais compris comment mon camarade Thierry Burkhardt avait réussi à passer au travers, puisque lui est protestant, qu'il a toujours laissé ce sujet complètement à côté. Il ne parle absolument jamais de religion. Mais c'est le seul. Parce que si vous regardez bien dans ses prédécesseurs, c'était compliqué de ne pas avoir des allusions toutes les 3 lignes au fait qu'ils avaient des convictions religieuses énormes, gigantesques, etc., ce qu'on n'était pas censé leur demander. Mais donc, il y a toujours eu pour moi une contradiction dans ce milieu entre le fait d'avoir des règles très strictes qu'on devrait respecter, et puis une réalité où en fait, on accepte des comportements qui sont, à mon avis, très marquants et sur lesquels on ne peut pas revenir, puisque à ce moment-là, on impose la culture du silence. Ça veut dire que la culture du silence, elle sert à garder des choses qui ne sont pas forcément les meilleures. Or, pour moi, la culture du débat, elle est intéressante parce qu'elle permet au moins de discuter de la pertinence de ces silences. Est-ce qu'il faut laisser de côté certains sujets ? Pour ce qui est de la violence, en particulier contre les femmes, je botte en touche pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait pas de femmes dans ma génération. Par contre, ce que j'ai vu, et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est des comportements de harcèlement, y compris sexuels, mais entre hommes, et qu'on a toujours traité, moi le premier, en interne. Et quand je raconte ça maintenant à des copains qui sont procureurs ou officiers de gendarmerie, qui n'ont pas la même approche que l'armée de terre, ils sont consternés par cette capacité à vouloir laver son linge sale en famille et à cacher les choses. Et à chaque fois, ils me tombent dessus en me disant « Mais tu te rends compte que les victimes n'auront jamais eu réparation et que surtout les agresseurs auront pu reconduire leur comportement pendant des années parce qu'en fait, vous l'aurez toujours caché. » Voilà. Pour moi, c'est ça la difficulté de la culture du silence. Et encore une fois, je ne la confonds pas avec le secret des opérations. Je constate juste qu'aujourd'hui, où je suis chroniqueur de guerre dans des médias, dans beaucoup de médias, dont des médias étrangers, ce n'est pas parce que je suis un bon chroniqueur, c'est parce qu'il n'y a pratiquement personne qui fait le boulot. On est moins d'une dizaine à le faire.
Et quand j'ai demandé récemment à l'état-major de l'armée de terre de m'envoyer un candidat qui aurait quitté l'armée et qui serait... Voilà. J'ai eu un jeune type super qui sortait de l'école de guerre. Franchement, je pense qu'il aurait fait un tabac. Il a été rattrapé par son entreprise d'armement, parce qu'il était rentré dans une entreprise d'armement et qui lui a dit « Ah oui, mais attendez, nous, ça ne nous arrange pas. Vous savez, on est assez inscrit dans la culture du silence que vous connaissez bien. » Voilà. Donc cette espèce de silence imposé, pour moi, est extrêmement dangereux. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas historique. Parce qu'il y a eu des périodes où, à mon avis, au contraire, les militaires étaient beaucoup plus entendus dans la société. Stéphane. Oui, certainement. On imagine un des plus grands ouvrages d'un militaire français au XIXe siècle, c'est Ardan Dupic. L'audace du colonel Ardan Dupic dans son questionnement de ses propres chefs pour faire cet ouvrage qu'il n'a jamais terminé, puisqu'il est mort, effectivement, donc dans les combats autour de Metz en 1970. Alors, il ne me semble pas que depuis quelqu'un comme lui, ou depuis De Gaulle, on ait à lire, venant de militaires de haute intelligence comme eux, eh bien, des témoignages nouveaux. Donc, effectivement, ça pose une question. Et j'aimerais, moi, vous en poser une, justement, puisque vous êtes prof à Saint-Cyr. J'ai enseigné aussi à Saint-Cyr, pas de manière permanente comme vous, mais de manière ponctuelle. J'en ai gardé un souvenir épouvantable, je veux dire. En particulier, c'est là, c'était effectivement il ne s'agissait pas comme à Sciences Po, j'ai enseigné à Sciences Po aussi. À Sciences Po, effectivement, il s'agit effectivement de faire ses preuves vite et bien, parce que vous avez tout à fait raison, les élèves ont une telle morgue, en fait, une telle opinion d'eux-mêmes, qu'ils sont persuadés que les enseignants qui s'adressent à eux sont vraiment en dessous de tout. Vous voyez, tandis qu'à Saint-Cyr, c'est pas ça, c'est pas tout à fait la même chose. Et on mime une sorte, c'est un théâtre, enfin en tout cas de ce que j'en ai pu en constater, une sorte de théâtre au fond de l'indifférence absolue à ceux qui vous parlent, voilà, notamment le sommeil, voilà, etc. On va être endormi, c'est un jeu, et c'est un jeu, bon, voilà, il faut y survivre, évidemment. Le jeu, soi-même, c'est d'y survivre. C'est pas une expérience très satisfaisante, surtout quand on s'intéresse évidemment à ce groupe de jeunes gens auxquels on s'adresse. Alors, je voudrais savoir où ça en est de ce point de vue. Est-ce qu'il y a une évolution, ou bien, voilà, d'année en année, la tradition se maintient, et il y a cette atmosphère, effectivement, disons, anti-intellectuelle, qui me paraît littéralement absurde. Si c'est le cas, ça me paraît absurde. Il me semble qu'une formation intellectuelle de haut niveau, notamment en sciences sociales, pour les officiers français, compte tenu de la difficulté des tâches qui sont les leurs, est absolument indispensable. Comme me l'a dit moi, un colonel qui était dans l'entourage du général Facon, pas très loin d'ici, avec qui je travaillais beaucoup. Et voilà, quand j'étais à Saint-Cyr, j'étais vraiment un petit abruti, quoi, je veux dire. Heureusement, il a fait un énorme rattrapage ensuite. Mais qu'en pensez-vous ? Alors, j'ai la particularité d'appartenir au ministère des Armées. Donc j'arrive avec une étiquette, disons, de respectabilité minime, mais tout de même de respectabilité. Ce qui fait que mes cours n'ont jamais été chahutés. Par contre, l'encadrement de Saint-Cyr est absolument terrifié à l'idée que ça arrive. Ce qui fait qu'on est presque plus au courant des siestes, ou même des cours complètement arrêtés, perturbés par les élèves, du fait de l'encadrement et de son appréhension du comportement des élèves, si vous voulez. Moi, mes cours n'ont jamais été perturbés par les élèves. Par contre, l'encadrement est en permanence en train de nous dire « on est vraiment désolé par avance si ça arrive ». Hier, ils ont muré le bureau des examens, par exemple. Il y a 2 semaines, ils ont lâché des rats. Il y a 3 semaines, ils ont fait venir un dresseur d'éléphants. Bon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est plutôt... disons que c'est... Non, ce que je veux dire, c'est que mes cours n'ont jamais été problématiques, et pourtant, j'enseigne la géopolitique du changement climatique, ce qui pourrait être un sujet de tension. Donc, ça n'a jamais posé problème. C'est plutôt l'encadrement qui a peur que ça arrive, parce que ça arrive, mais pas dans mon cas, en tout cas. Une question de ma part, et puis après on pourra passer au public, c'est sur le lieu en tant que tel, sa géographie. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, cette lande bretonne, ces vastes espaces, vos crapahutages ici ou là.
En vous lisant, ça m'a rappelé un article que j'ai lu il y a peu de temps dans la revue historique des armées, qui a été écrit par Morgane Barré, qui est une historienne et qui enseigne d'ailleurs aussi à Saint-Cyr, et qui regarde ce qui s'est passé en 1945, au moment de la Libération, lorsqu'il a fallu créer ce nouveau Saint-Cyr. Et elle a regardé les débats. Et les débats sont très vifs pour savoir où est-ce qu'on va mettre l'école, puisqu'avant elle était à Saint-Cyr, l'école en région parisienne. L'école avait été installée à Aix-en-Provence pendant la guerre, d'autres étaient évidemment en Grande-Bretagne. Et on se dit finalement par pragmatisme, on va à Coët parce qu'il y a de la place pour faire les manœuvres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a retrouvé un article qui a été publié en 1950 qui, je trouve, est assez... nous dit beaucoup de choses. L'article critique le climat émollient et anti-énergétique de Coët-Quidam. Il est dit que les élèves s'ennuient, que la proximité de la capitale permettait autrefois aux élèves de s'ouvrir sur l'extérieur. Il est annoncé qu'à Coët-Quidam, les élèves vivent en vase clos, tournant en rond sur eux-mêmes, mènent par force une véritable vie de moines cloîtrés. Alors ma question était, on voit les inconvénients en lisant cet article de 1950, mais est-ce que cet isolement n'est pas aussi voulu et souhaité, et peut-être souhaitable pour l'institution, justement pour construire ce que l'armée de terre aime à dire en ce moment, à savoir la fraternité d'armes? Est-ce qu'on n'a pas besoin de ces moments d'isolement pour créer la cohésion ensuite nécessaire au combat? À ma connaissance, un des arguments qui avait valu à Saint-Cyr d'être dégagé au milieu de la Bretagne, c'était quand même qu'un certain nombre de politiques goûtaient assez mal les plaisanteries des Saint-Cyriens quand ils faisaient des virées avec des dresseurs d'éléphants ou des rats dans Paris. Et évidemment, quand ils s'attaquaient au Parlement, ça pouvait être mal compris. Donc il y a un général qui, je crois, s'appelait De Gaulle, avait dit les autres, on va les mettre dans un endroit où s'ils veulent faire des numéros de dressage d'éléphants, personne ne les verra. Donc il y avait quand même une volonté d'isolement assez forte. Le problème de l'isolement, c'est que ça peut rendre aussi un peu dingue. Et pour moi, à Saint-Cyr, il y a ce sujet bocal qui est très fort. Effectivement, on a besoin d'être entre soi pour construire quelque chose, mais à un moment, il faut réfléchir aussi à quelles sont ses relations avec l'extérieur. Moi, ce qui m'a frappé à Saint-Cyr, c'est moins ce que j'y ai vécu il y a maintenant longtemps, mais ce que me racontent mes petits camarades, petites et petits maintenant, de voir que malgré la volonté affichée de l'armée de terre, d'ouvrir, de faire en sorte que justement il y ait des étudiants qui viennent d'autres cursus, qu'il y ait beaucoup d'enseignants qui ne soient pas issus du milieu militaire, il reste un côté incroyablement clos et très éloigné de la société. Et en particulier sur un sujet sur lequel je travaille souvent dans les entreprises que je traverse, c'est la représentation de la société. L'absence quasi complète des minorités qui aujourd'hui font la France. Et j'avoue que j'ai été sidéré quand j'écrivais, il y avait le procès sur Jamal Ami. Wow, quand j'ai écouté les témoignages pendant le procès, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul instructeur qui a le courage de dire, mais vous vous rendez compte de quoi on parle? On a un jeune gamin d'origine maghrébine qui est mort au fond d'un étang glauque et on est là en train de se dire, c'est qui n'est pas responsable de cette affaire? Mais on a failli. On est complètement à côté de la plaque. Et on voit bien la culture du silence qui revient se plaquer aussitôt. J'entends le dernier commandant des écoles qui est parti l'été dernier, qu'on interroge sur les problèmes auxquels sont confrontées régulièrement les femmes, par exemple à Saint-Cyr, et qui nous répond « il n'y a pas un bouton de guet dans la version moderne, mais non, il n'y a pas un problème ». Alors que bien sûr, il y a un procès qui est en cours. Donc voilà, juste, mais disons les choses. Et ça choquera personne de dire que l'armée règle les sujets. Mais par contre, de faire croire qu'il n'en est pas et qu'on les laisse sous la table en guise de traitement, ça, à mon avis, aujourd'hui, n'est plus acceptable dans notre société. Et la première chose à faire, c'est d'avoir à Saint-Cyr un strict reflet de la société. À ce moment-là, on aura probablement une armée qui évolue beaucoup plus vite. Merci. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Bonsoir. J'ai une double question. La première, c'est finalement, dans ce que j'entends, ce que vous parlez de silence, vous êtes arrivé post-école de guerre, et de ma propre expérience, lorsqu'on fait un certain nombre d'opérations, lorsqu'on est engagé sur différents théâtres d'opérations, et lorsqu'on fait son métier de manière organique au quotidien, il y a tout un tas de choses qu'on ignore. Pourquoi les décisions viennent à ce moment-là, qui les prend,
pourquoi elles sont prises de telle manière. Et donc on est plutôt dans un échelon d'exécution. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc forcément, on ne sait pas tout. Et donc aussi, le silence participe de cette forme d'humilité. Moi, j'ai fait un certain nombre d'opérations. Il me paraît, moi, encore aujourd'hui, difficile d'avoir un avis éclairé, justifié, argumenté sur les raisons pour lesquelles on m'a envoyé à tel endroit ou tel endroit. Et pour les raisons pour lesquelles également on m'a demandé de reculer. Donc en fait, c'est ça que je trouve assez étonnant dans votre démarche, c'est que avoir un sens critique sur le silence, c'est une chose, mais qui suis-je, moi, pour me dire, finalement, est-ce que je sais tout pour pouvoir prendre la parole ? C'est cette question-là qui me vient lorsque j'entends ces débats. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah oui, bien sûr. Je me souviens de celle-ci. Merci. Bonsoir, Coël Marietti, d'École de guerre. Moi, c'est par rapport le silence. Alors, on a l'impression qu'il y a un silence, mais il y a peut-être des silences différents, et puis il y a des époques et des contextes. Parce qu'à la fin des années 80, quand vous êtes à Sire, il y a une remise en question profonde. Saint-Cyr est-elle une grande école, etc. Il y a un certain nombre de positions défensives. Il y a en même temps, effectivement, les silences liés au creuset que vous pouvez évoquer. Il y a des silences liés à l'état de la société tel qu'il est. Et je suis pas persuadé que les silences de 1945 sont les mêmes. En 1945, pourquoi est-ce qu'on a affiché Saint-Cyr sur la lande bretonne ? Il y a aussi certains qui expliquent que c'est parce que Saint-Cyr n'a pas produit les bonnes élites et comment la défaite de 1940 est due à ces gens qui étaient un petit peu trop près de Paris et qui auraient peut-être mieux dû aller faire leur gamme dans des endroits un peu plus postés, un peu plus arides, un peu plus... Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a et puis il y a les silences gênés de l'Algérie, il y a les silences de l'Indochine, il y a les silences... Enfin voilà, la génération des OPEX a vécu des choses très très différentes. On voit bien l'alourdissement, la létalité dans les OPEX qui est très différente. Comment on ne s'est pas battu en Afghanistan de la même manière. J'ai 32 ans de service, donc j'ai été en Bosnie moi-même et j'ai été aussi en Afghanistan plusieurs reprises. J'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Barkhane, j'étais sur plein d'endroits. On voit bien les OPEX ont évolué. Donc le lien qu'on a par rapport à tout ça est assez différent. Et là, je suis à l'école de guerre, je vois des jeunes gens qui sont donc passés à Sire dans les années 2010. J'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus agiles sur un certain nombre de sujets que je ne l'étais moi, qui suis passé avant eux, etc. Et de même que mon père me dit qu'il trouve qu'on est probablement plus intelligent que lui à son époque, etc. Enfin voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une partie de contexte dans le silence et qu'il y a des silences un peu différents. Des silences. Qui suis-je pour donner mon avis sur les sujets sur lesquels j'ai écrit ? Personne. Et je vous recommande de lire mes bouquins parce que vous verrez que j'essaye de rester humble dans mes écrits parce que j'ai assez conscience du manque et des manques. Mais par contre, je questionne. C'est ça qui a beaucoup déplu. D'ailleurs, un livre est intéressant quand il fait débat. Et le livre sur le Rwanda était ravageur. J'ai accusé personne. Je décris les choses froidement. On m'a beaucoup reproché, d'ailleurs, en termes littéraires, de ne pas avoir mis... Mais c'est à cause de Stéphane, parce qu'il ne voulait pas que je raconte mes sentiments, ce que je pensais de ma femme à ce moment-là, etc. Mais non, tu dois témoigner. Et ce qui est intéressant quand on témoigne, d'abord, c'est de témoigner à sa place. Je ne me suis jamais mis à la place de l'amiral Langsade. Je me suis mis à la place de Guillaume Ancel, jeune capitaine détaché dans la Légion étrangère, intervenant au Rwanda. Et je raconte ce que j'ai fait. Après, toutes les interprétations sont possibles. Mais ce qui est effrayant, c'est quand on commence à m'opposer des arguments complètement délirants parce qu'en fait, on ne sait pas l'expliquer. Par exemple, j'ai découvert, mais il m'a fallu des années, il y a eu un drame au Rwanda qui s'appelle les collines de Bicécéro. On est passé à côté de rescapés et puis à l'époque, les forces spéciales ont reçu l'ordre de ne pas s'en occuper parce qu'en fait, ils avaient une autre mission, bien sûr, à remplir. Le problème, c'est que moi, j'étais dans une unité de Légion étrangère qui était à moins de 40 km et qu'on nous a gardé l'arme au pied parce que notre seule mission, en réalité, c'était de se battre contre les soldats de Kagame. Et donc, on a laissé massacrer consciencieusement pendant plusieurs jours les rescapés de Bicécéro, alors que si on s'était déployé, honnêtement, personne n'aurait osé approcher, surtout les légionnaires, dont les miliciens avaient une peur panique au Rwanda. Je sais très bien qu'aucun de mes camarades
a donné cet ordre par vice. Non, on va laisser mourir ces pauvres rescapés. Non, on était tous omnubilés par des trucs. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi le colonel Rosier de l'époque sautille sur place et d'une nervosité exemplaire. Et j'ai mis des années avant d'apprendre qu'en fait, il recevait ses ordres directement de l'Élysée. Et que c'est ça qui l'agaçait, parce qu'en fait, il était censé faire un truc. Il avait quand même une certaine culture, enfin, il savait bien, c'est un grand professionnel, mais dans la réalité, il ne pouvait pas le faire parce qu'il savait qu'il allait avoir un coup de fil de l'Élysée qui allait lui expliquer que pas du tout, il ne fallait pas qu'il fasse ça, et qu'il fallait qu'il l'arrange pour le raconter de telle ou telle manière. Ce qui est marrant dans ces récits, c'est de montrer les incohérences, en particulier du pouvoir politique. Mais c'est un peu facile de dire que c'est les politiques qui déconnent dans leurs décisions. Parce qu'en fait, quand on tire le fil, on s'aperçoit aussi que c'est une des seules choses qui n'a pas été explorée dans l'affaire du Rwanda. C'est la responsabilité des militaires. C'est celle où moi j'ai entendu trop de mes camarades me dire « Ah mais Guillaume, j'ai obéi ». Pardon, mais depuis, je ne suis pas juriste, depuis le procès de Nuremberg, il y a une jurisprudence qui est très claire sur le sujet. Un officier en particulier est responsable des ordres qu'il donne. Et donc, le coup de « j'ai obéi à un ordre », non. Pour moi, la grandeur d'un officier, c'est ce que j'explique aussi dans ce livre sur Saint-Cyr, c'est le moment où il doit dire non. Parce qu'obéir, c'est à la portée de tout le monde. Mais à quel moment il doit dire non? Moi, je me suis opposé à un ordre que j'ai trouvé décalé. Un officier de Légion m'a demandé de laisser tuer des légionnaires à Sarajevo, parce qu'à ce moment-là, politiquement, il avait estimé que ça n'était pas souhaitable qu'on se batte contre les Serbes. J'ai refusé d'obéir. J'ai été menacé du Conseil de guerre, mais c'était marrant parce que comme l'ordre était oral, personne ne voulait écrire l'ordre auquel j'avais désobéi, donc ça calmait tout le monde. Ça m'a poursuivi pendant des années, puis finalement quelqu'un a dit que c'était bien, puis un jour on m'a remis la Légion d'honneur en me disant c'était bien d'avoir dit non, mais personne ne peut le dire. Voilà. J'ai eu l'impression que c'était ça la culture du silence. Oui, vous avez raison, il faut rester à sa place dans ces témoignages parce que les rouages sont très complexes, mais j'en ai démonté pendant 10 ans sur l'affaire du Rwanda et j'étais halluciné par ce qu'expliquait très bien Michel Rocard, c'est que ce sont rarement des complots, mais beaucoup de conneries qui règnent dans les décisions politiques. Et c'est à ça que j'ai assisté. C'est un monde autour d'un François Mitterrand qui était agonisant et que plus personne n'allait interroger. De gens qui avaient pris le pouvoir sans contre-pouvoir, qui n'écoutaient plus leurs conseillers, qui venaient leur dire « mais il faut qu'on arrête avec ça, on est en train de faire les cons ». Et qui se faisaient écarter. L'actuel ambassadeur de France au Rwanda, c'est un homme qui a été écarté à l'époque parce qu'il était un jeune diplomate qui avait osé dire « ça n'a pas de sens ce qu'on est en train de faire ». Vous vous rendez compte qu'on est en train de se battre contre un type Kagame qui est pro-français. Et on va se le mettre sur le dos pendant 20 ans. Arrêtons-nous. Donc, restons à notre place. Je suis tout à fait d'accord. Mais témoignons de ce que nous avons fait à notre place. Et laissons aux historiens et aux politiciens la culture, ou plutôt cette compétence extraordinaire de relier les différents témoignages et d'expliquer ce qui s'est passé à un moment. Ce sera intéressant. Silence. Oui, il y a des silences très différents. J'ai été surpris du nombre de personnes dans mon entourage qui sont venues me dire « Tu sais, Guillaume, là, tu as parlé de la culture du silence des militaires. Mais moi, je viens de la banque, moi, je viens des laboratoires pharmaceutiques, moi, je viens de la grande distribution, moi, je viens des travaux publics. Le silence règne. » Un des patrons de la BRED, grande banque, m'a expliqué comment, pendant des années, leur filiale au Luxembourg était chargée de faire du blanchiment. De manière tout à fait officielle. Parce que c'était une source de revenus dont il ne pouvait pas se passer. Et il n'était pas question d'en parler. Alors qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient dédiées à cette activité qui aujourd'hui vaudrait la geôle immédiate. Mais silence absolu, parce que c'est comme ça que la BRED a vécu pendant des années. Oui, il y a plein de silences différents. Ça ne justifie pas le nôtre. Oui, Monsieur Ancel, on rompt le silence, on parle. Quand doit-on parler? Doit-on parler tout de suite? Garder un délai de latence? Doit-on tout dire? Parce que là, on devient, dans la société médiatique dans laquelle nous vivons, vous allez avoir tous les rumeurs debout qui vont chercher à en savoir toujours davantage. Et au besoin, répandre des fake news. Donc ça devient incontrôlable. D'où la politique qui est suivie, comme vous l'avez expliqué à Saint-Cyr, ne rien dire.
C'est un sujet très délicat. Je trouve qu'il est extraordinairement mal organisé dans les armées. Il n'y a pas de règles sur le sujet. Regardez l'obligation de réserve. Elle est incroyablement mal définie. Quand j'ai commencé à témoigner sur le Rwanda, le ministre de l'époque m'a envoyé une conseillère que je connaissais, que j'aimais beaucoup, pour me dire « Ah Guillaume, d'accord, tu as quitté l'armée, mais tu es encore sous obligation de réserve. Tu n'as pas le droit de témoigner sur l'affaire du Rwanda. » J'ai dit « C'est de votre faute. C'est l'armée qui a décidé que l'intervention au Rwanda était une intervention humanitaire. Donc je ne vois pas en quoi on pourrait m'opposer la confidentialité d'une intervention humanitaire. J'ai participé à des opérations antiterroristes. Je n'ai jamais témoigné dessus. Parce que je sais que l'information qui est derrière est extrêmement dangereuse. Et par conséquent, je ne témoignerai jamais dessus. Mais jamais personne ne m'a dit formellement « tu ne dois pas témoigner de tel sujet ». Alors que quand j'ai quitté la SNCF, sur un moment, sur un désaccord, n'est-ce pas, profond, la SNCF m'a fait signer un contrat de 8 pages où j'ai une indemnité qui était très importante, mais alors derrière, j'ai des obligations qui sont clairement sanctionnées par des pénalités financières si je ne m'y conforme pas. Et par conséquent, je n'écris pas sur la SNCF. Mais c'est clair. Là, ce que je trouve absolument paradoxal au sein de l'armée, c'est qu'au fond, on voudrait imposer une culture du silence, mais sans la définir, sans dire quelles sont les obligations réelles des uns et des autres. Et ce serait extrêmement intéressant qu'on définisse à quel moment un militaire a le droit de parler et jusqu'où, quelles sont les opérations qui sont réellement classifiées et celles qui ne le sont pas. Chose qui n'est pas faite. Problème de silence. Bonsoir monsieur, lieutenant-colonel Gantoy, merci pour votre intervention. Je voudrais revenir sur un point. Vous avez dit que l'officier défend une société à qui ne parle pas. Je crois que ce sont vos termes. Et en fait, du coup, je voudrais revenir sur ce point parce que, paradoxalement, en arrivant à l'école de guerre et en arrivant à Paris, en découvrant nos auditeurs civils, en échangeant, j'ai le sentiment plutôt qu'à l'issue de Saint-Cyr, on est au contact de cette société. Cette société, on l'a dans nos régiments. Et j'ai paradoxalement l'impression, aujourd'hui à Paris, quand j'échange avec certains cadres supérieurs de tout domaine, d'être plutôt ancré dans le réel, parce que mes soldats, c'était cette société, c'était cette diversité que vous appelez de vos voeux à Saint-Cyr, et je vous rejoins là-dessus. Mais en tout cas, on était au contact de cette diversité-là, là où j'ai le sentiment que d'autres institutions ou d'autres cadres n'y sont pas. Et du coup, à ce titre-là, le deuxième volet de ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas peut-être aussi un message ou un peu un rôle social à ce niveau-là, parce qu'on a appris beaucoup et parce que je pense qu'on peut continuer à échanger sur ce sujet-là. Je vous remercie. Oui, je vous rejoins entièrement sur le fait que, en tout cas dans les unités, j'ai vu la même chose sur les bases aériennes et sur les bateaux, il y a une très grande diversité, heureusement. Pas une stricte représentation de la société, mais il y a une très grande diversité. Il y a une place totalement atrophiée pour les femmes, et ça c'est absolument regrettable parce que je pense qu'elles apporteraient un équilibre dont on a absolument besoin dans ces institutions qui sont complexes et dont tu rappelais tout à l'heure qu'elles ont un rôle qui est tellement particulier. Par contre, sur le lien entre l'armée d'aujourd'hui et la société, je reviens au pourcentage que j'ai cité tout à l'heure. On est passé brutalement en 10 ans de 30% d'une société qui avait un semblant de culture militaire. Il y a plein de gens qui détestaient l'armée à cause de leur service, etc. Sauf que 10 ans après, ils l'expliquaient sans scrupule, que quand même, ils avaient fait l'armée, et puis ils savaient ce que c'est qu'un char, une bombe. Voilà. Ils étaient capables de comprendre les questions militaires, au moins celles qu'on évoque dans le grand public. Aujourd'hui, avec 3%, on a un problème de nombre. Et moi, je suis effaré de voir, je travaille pour une quinzaine de médias, que en fait, la société, depuis clairement le début de la guerre en Ukraine, c'est ça qui a tout changé, d'un seul coup réalise qu'elle n'a jamais été exemptée de guerre. Et qu'elle a vécu dans l'illusion que nous, anciens militaires, pardon, moi je parle en tant qu'anciens militaires, mais vous qui êtes encore d'actifs, nous avons soigneusement entretenu. C'est ne vous inquiétez pas, on intervient à l'extérieur, la guerre, en fait, c'est chez les pauvres et c'est loin. Vous n'avez rien à craindre dessus. Rappelons-nous quand il y a eu les attentats en France de mouvements terroristes qu'on combattait à l'étranger. Le gouvernement a fait en sorte de toujours bien isoler ces attentats des guerres que nous menions. Ça n'avait pas de rapport avec la guerre. C'était autre chose. Ah, on a une attaque terroriste. En fait, on a caché aux Français, comme le dit mon ami Michel Goya,
que nous avons participé à 34 guerres depuis 1962. Et pourtant, nous ne l'avons dit qu'une seule fois, c'est pour l'Ukraine. Et encore, à mi-mot, parce que la société s'en empare. Et par conséquent, elle nous interroge tellement sur le sujet que c'est compliqué de faire croire que l'armée française ne joue aucun rôle. Mais cette question du lien avec la société, pour moi, il est en relation directe avec la guerre. Le fait guerrier qui revient dans notre société aujourd'hui fait que c'est plus l'armée qui doit causer à la société, c'est la société qui enfin nous interroge et nous dit mais enfin, qu'est-ce que vous avez à nous raconter pour parler de ce sujet? Stéphane. Oui, je trouve votre question très intéressante, mon colonel, et je crois que il y a effectivement, de même que je vois bien mes étudiants, mes collègues, etc., le fait militaire est devenu si enclavé socialement qu'il a un peu le même statut aujourd'hui que le fait religieux. Les gens ne le connaissent plus, ne savent plus rien. Le religieux, quand il est là, les gens ne le voient pas. Le militaire, c'est pareil. Et c'est pas seulement que la société militaire ne parle pas à la société civile, si je puis dire. La société civile ne parle pas ou plus à la société militaire. Et il y a un signe qui ne trompe pas, je trouve, c'est la disparition de l'antimilitarisme. Tant qu'il y avait une armée de conscription, une culture militaire qui représentait 30% de la population, c'était énorme, vu que les filles ne faisaient pas leur service militaire. C'était considérable, 30%. Eh bien, l'antimilitarisme, que j'ai toujours trouvé grotesque, généralement, l'antimilitarisme était une modalité, finalement, une adresse maladroite, détestable, mais une adresse de la société civile à la société militaire. Et j'ai travaillé il y a quelques années longuement avec le général Facon, qui, vous le savez, a commandé ensuite, qui a été le dernier commandant de Barkhane. Et c'est sur cette phrase de lui qu'on a commencé à travailler ensemble avec le Centre de documentation et de doctrine. Voilà, l'armée n'est plus contestée en France, c'est une catastrophe. Une armée qui n'est plus contestée, ce qui la guette, c'est mai juin 40. Je trouvais que c'était une haute intelligence. Et effectivement, cette armée non contestée, qui est l'armée française, parce qu'elle ne gêne plus personne, est une armée qui est en danger de ne plus être questionnée régulièrement par la société civile. Et je veux dire que je le regrette beaucoup. Je crois qu'on a besoin de se parler, ce que nous faisons en ce moment. Je crois qu'on a besoin de se parler intensément, de comprendre nos manières différentes de raisonner, de voir le monde, de se le représenter et d'agir. Je pense qu'on aurait, la société civile et la société militaire auraient on trouverait des bénéfices considérables. C'est comme ça que je perçois les choses, même si ce dialogue peut être un peu rude, sans doute à certains moments, mais à terme, je pense que les deux institutions y gagneraient. Je pense que c'est ce qu'on nous apprend en ce moment, nous, à l'école de guerre, c'est le défi que relève notre génération. Et en tout cas, on fera le point dans quelques années pour éviter juin 40 tous ensemble, en tout cas. Merci beaucoup, mon colonel. Bonsoir monsieur, merci pour votre intervention. Chef de bataillon Claude, également à l'école de guerre. Ma question va être assez simple. En tout cas, moi je constate que ma génération, on a évolué par rapport à votre génération. Ça c'est une certitude. En bien ou en mal, j'en serai pas le juge. La question que je me pose aujourd'hui, effectivement, vous appelez les militaires à briser ce silence. Est-ce que la société est prête à ça ? Est-ce que notre démocratie est prête à voir des militaires entrer dans le débat ? C'est une vraie question qu'on peut se poser, étant donné que à partir du moment où les militaires prennent la parole, ça peut laisser certains sous-entendus de liens particuliers avec la politique, qui en France peut être polémique. Je me permets de répondre, bien que ce soit vraiment en deuxième ligne dans ce débat. Je serais tenté de vous dire oui, monsieur. Oui, mon colonel. Mon commandant, pardon, excusez-moi. Oui, absolument. Regardez le succès qu'a eu le livre du général Lecointre. Chez Gallimard. Depuis combien de temps un officier, ancien chef d'état-major, est publié chez Gallimard, et regardez l'accueil, le sérieux avec lequel a été reçu ce livre. J'ai été frappé dans mon milieu, l'école des hautes études en sciences sociales, qui est un milieu, croyez-moi, qui est
peu militariste, c'est le moins qu'on puisse dire. Tout le monde m'a parlé du livre du général Lecointre. Vous voyez, je trouve que c'est un signe qui ne trompe pas. Je vois qu'il y a une attente, et il y a un momentum, c'est le kairos, et nous y sommes. La guerre est revenue à notre horizon d'attente, c'est pas à vous que je le dirais. Il y a une anxiété, je pense, profonde de la société civile sur la capacité que nous aurions à faire face, évidemment, à un conflit majeur. Et je pense qu'il y a une attente sans doute très grande à l'égard des militaires français, et un questionnement latent, mais qui n'est peut-être pas explicité. Mais je pense que nous avons des questions vers vous, et que sans doute, et que nous sommes anxieux de ne pas les recevoir. J'aimerais que l'armée, oui, effectivement, se saisisse de ce moment, qui est tout à fait exceptionnel et qui ne repassera pas, en tout cas pas sous cette forme. Oui, je suis un simple civil qui a fait son service militaire dans les années 70. Moi, je partage totalement votre avis, Monsieur Audouin-Rousseau. C'est-à-dire que la société a besoin d'un débat sur les questions militaires de façon très très large pour comprendre où on en est, etc. etc. Je me souviens quand même dans les années 60, le débat sur faut-il la force de frappe nucléaire, etc., etc., c'était un débat de société dont on parlait dans toutes les familles. Et je pense qu'aujourd'hui, les grandes questions stratégiques méritent d'être discutées, et qu'on ne la prenne pas simplement au détour d'un discours du président de la République, comme quoi on pourra envoyer des militaires en Ukraine, mais que ça soit vraiment des sujets débattus, de façon très très large. Alors j'ai une question pour les deux intervenants plus particulière, c'est est-ce que vous ne pensez pas que la question du silence, sur le silence qu'on évoquait, n'est pas liée aussi à notre silence sur les guerres coloniales? L'Algérie, l'Indochine, dont vous avez parlé, mais j'ai été frappé récemment par les articles qui sont sortis sur le Cameroun, qui était un peu une page assez silencieuse de la politique française au Cameroun. Et moi, pourtant, j'ai le sentiment de suivre l'actualité, et je n'avais pas mesuré à quel point la France avait été engagée dans ces affaires-là. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un silence qu'il faut donner, et que les militaires parlent, y compris de ces guerres coloniales, de façon complète, et que ça ne soit pas uniquement l'anecdote du poignard de Jean-Marie Le Pen, même si c'est une question importante, mais que ça soit plus globalement comment tout ça a été vécu. Merci. Samuel Chauss, moi j'ai une formation d'ingénieur, et après, en dépit d'un service militaire et d'un statut d'officier de réserve, j'ai fait une carrière dans l'industrie où j'ai croisé Guillaume Ancel à la SNCF. Je peux vous assurer qu'à la SNCF, il s'interrogeait, il posait des questions, il était passionnant. Et du coup, c'était l'usage de se tutoyer aussi, donc je vais respecter la tradition. Je voulais te poser la question sur le fait que est-ce qu'on ne trouve pas ce même type de silence dans l'industrie, dans les entreprises civiles, mais tu as répondu au travers de l'exemple de la Bred. Et du coup, non, je poserais plutôt une question, mais est-ce que finalement ce silence, il n'est pas nécessaire, parce que l'armée, c'est un outil au service du pouvoir, et c'est pas l'armée qui dirige notre État. Et que finalement, pour que cet outil soit pleinement opérationnel, qu'il agisse suivant l'ordre qui lui est donné, ce silence n'est pas complètement nécessaire. J'ai essayé de répondre aux deux questions. Quand il est arrivé chef d'état-major des armées, j'ai écrit à Thierry Burkhardt, que j'apprécie beaucoup, pour sa droiture, pour sa franchise. En disant, tu vois, moi, il y a une transformation importante pour moi, pour les armées, c'est de passer de la culture du silence à la culture du débat. D'apprendre aux gens dans l'armée à s'exprimer à bon escient, déjà en interne, parce que souvent les gens ne savent pas débattre, ils ne savent pas écouter ce que disent les autres. Et puis effectivement, apprendre à quel moment on doit débattre et avec quels arguments. Et Thierry m'a répondu quelque chose d'assez ambigu. Il m'a dit « je ne sais pas faire ». Je n'ai jamais compris réellement
ce qu'il voulait dire par là. Est-ce qu'il pense que ça peut déstabiliser l'armée ou est-ce qu'il estime que c'est un pas qui est beaucoup trop grand à franchir? Je n'en sais rien, il n'a jamais élaboré plus sur ce sujet et ça m'interroge depuis qu'il m'a fait cette réponse parce que lui, il a la responsabilité du système militaire actuel. Par conséquent, il ne peut pas le mettre en danger en prenant des décisions ou en prenant des directions qui mettraient en difficulté cette grande institution sur laquelle la France repose, en tout cas la société repose. Ce qui m'inquiète, c'est que, à force de dire ça, à force de dire je ne sais pas faire, et puis cette culture du silence elle est là, et puis elle est sans doute indispensable, au fond, on n'y réfléchit pas. Et c'est ça qui m'ennuie. C'est ça que je trouve extrêmement dangereux. Et là, je viens au sujet des anciennes colonies. C'est nos instructeurs à Saint-Cyr, donc dans les années 80, qui sont les anciens des années 60, qui sont vraiment à la fin de leur carrière, le fait qu'ils n'aient jamais pu nous en parler. Moi, j'aurais aimé entendre leur avis. Qu'ils aient dit des choses que j'aurais trouvées inacceptables ou au contraire formidables. J'ai entendu, dans la génération de mes parents, ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie tenir des propos d'un critique extrême à la fin de leur vie sur l'inutilité de ce combat et tout ce qu'on les avait obligés à faire. Je vois un des grands patrons de l'industrie française pleurer en me disant qu'à l'époque, il était jeune sergent et qu'il a vu un mec qui avait été torturé toute la nuit, qui ne savait pas s'il devait lui donner à boire ou le tuer. C'est terrifiant ce qu'on a fait. Ça s'appelle la guerre. Mais si on ne le raconte pas à la société, c'est eux qui nous isolent. Et je voudrais juste peut-être terminer par une histoire parce que c'est à cause de toi. Stéphane, un soir, vient dîner à la maison et alors que je ne m'y attends pas, je suis là pris dans mes discours, il interroge ma femme et il lui dit « Mais toi, Emmanuel, comment tu as vécu en particulier le Rwanda, le retour du Rwanda ?» Et là, je vais répondre à la place de ma femme, comme je fais toujours. Pas la culture du silence à la maison, mais c'est moi qui réponds à ces questions. Alors Stéphane me stoppe immédiatement d'un geste très militaire et me dit « Non, la question a été posée à Emmanuel. » Et là, ma femme fait un petit sourire que je ne lui connaissais pas et s'exprime absolument pas sur ce sujet, ça ne l'intéresse pas. Et elle lui dit simplement « Ça a été compliqué parce que lui, quand il est revenu, en fait, il n'en est pas complètement revenu. Et donc, on a tous fait attention autour de lui, de lui faire croire qu'il était bien revenu parmi nous. Et lui, manifestement, il était persuadé qu'il était là, alors qu'il était tellement loin. C'est probablement pour ça que j'ai écrit. Bien, nous sommes arrivés au terme de cette conférence débat. Nous allons pouvoir poursuivre les échanges pour ceux qui le souhaitent lors d'un cocktail à la Rotonde qui a l'intérêt d'être juste à côté de la sortie. Et puis il ne nous reste plus qu'à vous remercier très sincèrement pour nos deux invités pour ce débat. Merci beaucoup.